Bonjour, je reprends et voici. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la série de webinaires mettant en vedette les lauréats des prix de l'Association canadienne de gérontologie. Mon nom est Catherine et je serai votre modératrice aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Marie Beaulieu, récipiendaire du prix de l'Association canadienne de gérontologie 2019 pour la contribution à la gérontologie. Madame Beaulieu est professeure-chercheuse à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie, CHUS. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Ses recherches portent notamment sur la maltraitance envers les personnes aînées, la victimisation et l'insécurité des aînés ainsi que leur participation sociale. Avant que je passe la parole à Madame Beaulieu, j'ai quelques points de logistique importants pour assurer le bon déroulement du webinaire aujourd'hui. Il y aura une séance de questions qui est prévue à la fin de la présentation. On ne permettra pas aux gens de poser leurs questions oralement. On vous encourage à utiliser la boîte de messagerie instantanée qui est je crois, à la droite de votre écran. Mon rôle sera de compiler les questions, puis de les partager à Madame Beaulieu à la fin de sa présentation. Vos questions seront visées par tous. Veuillez noter aussi que la présentation, justement, est enregistrée aujourd'hui. Donc, pour faciliter la qualité de l'enregistrement, on demanderait à tout le monde de fermer vos micros ainsi que vos caméras pour éviter de déranger la présentatrice durant sa présentation. Aussi, la présentation d'aujourd'hui se déroule en français. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix. Par contre, Madame Beaulieu va fournir une réponse en français. Un enregistrement en anglais de cette présentation est disponible sur le site de l'Association canadienne de gérontologie. So for our Anglophone friends here today, today's presentation is in French. You can ask your question in the language of your choice. However, Dr. Beaulieu will provide a response in French. A recording of the same presentation in English is available on the CAG website. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre conférencière, Madame Beaulieu, à vous. Alors, merci beaucoup, Catherine. Je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît depuis plusieurs années. Bonjour à tous. Je sais qu'il y a des gens de la francophonie québécoise, la francophonie canadienne. Il y a aussi des gens qui nous viennent de l'Europe. Alors, c'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous ce midi. Comme le disait Catherine, j'ai reçu l'année dernière un prix qui marque la carrière. Alors, je me plais à taquiner mes étudiants et je dis que quand on reçoit ce genre de prix, c'est qu'on est plus près de la retraite qu'en début de carrière. Et je remercie donc l'Association canadienne de m'avoir donné ce prix. J'avais été mise en nomination par 3 personnes qui étaient Suzanne Dupuis-Blanchard, Mario Paris et Catherine Gonesse. Je dois dire que Catherine est quelqu'une que j'apprécie particulièrement parce qu'elle a été mon étudiante à la maîtrise il y a déjà plusieurs années. La présentation que j'ai souhaité faire, c'est en fait consiste à illustrer la synergie entre des activités de recherche et des activités de pratique. Malheureusement, trop souvent, on voit ça comme un fossé, comme une absence de dialogue, alors que dans mes pratiques de recherche des 30 dernières années, j'ai vraiment favorisé le plus possible d'avoir des influences de recherche qui me viennent directement du terrain, donc de très bonnes idées qui nous viennent du terrain, et aussi de retourner certains produits de la recherche vers le terrain. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Bon. Petit glitch, tout à l'heure, tout fonctionnait et là, c'est bon, ça y est, ça marche. Alors, je suis titulaire d'une chaire de recherche, comme il a été dit. Cette chaire de recherche est financée par le gouvernement du Québec depuis 2010. Elle est inscrite dans le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Les 2 premières diapos visent à vous présenter quelques éléments de mon parcours professionnel, très rapidement, juste pour vous montrer d'où je viens et vers où je souhaite aller.
Je suis formée en criminologie, donc souvent les gens me demandent comment je suis arrivée à la gérontologie. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, la gérontologie ne s'enseignait pas dans les universités. Donc, j'ai fait de la criminologie, bac et maîtrise à l'Université de Montréal, et rapidement, j'ai eu un intérêt pour les victimes d'actes criminels plutôt que pour les criminels eux-mêmes. Ça m'a amené à travailler, entre autres, au Centre international de criminologie comparée. Et les premiers projets de recherche sur lesquels j'ai été engagée concernaient la peur du crime et aussi la confiance qu'avaient les différents acteurs dans le système de justice pénale. Et rapidement, j'ai vu que les personnes âgées se comportaient différemment des autres groupes d'âge. Donc, en général, avaient beaucoup plus confiance dans les instances, se disaient plus prêtes à rapporter des victimisations, mais en même temps avaient nettement plus peur du crime que les gens d'autres groupes d'âge, alors que statistiquement, on savait que les risques pour elles d'être maltraitées ou d'être victimisées par autrui étaient quand même plus limités. Donc, il y avait là un domaine intéressant à travailler parce que sentiment d'inquiétude plus grand, mais aussi une confiance plus grande dans le système. Dans les mêmes années, au Québec, il y a un premier comité gouvernemental qui est mis sur pied pour contrer, à l'époque, on disait les abus envers les aînés. Donc, pour ceux qui sont du Québec, on lève vraiment notre chapeau à Mme Thérèse Lavoie-Roux qui avait instauré ce comité. Et ils avaient besoin d'une professionnelle de recherche et j'ai été amenée à faire des premières entrevues donc, pour ce comité, principalement auprès d'aînés en hébergement et en résidence privée pour aînés. Donc, ça m'avait vraiment allumé sur le sujet, ce qui m'a amenée à faire ma thèse de doctorat au doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal, thèse qui a été complétée en 92 et je vous ai volontairement mis le titre parce qu'on voit à quel point les mots ont changé. Donc, à l'époque, on parlait de mauvais traitement envers les aînés dans les centres d'accueil public. Maintenant, on parlerait de maltraitance et la terminologie centre d'accueil public est vraiment dépassée. On parle de CHSLD au Québec, donc de centre d'hébergement et de soins de longue durée. Ma carrière universitaire, je l'ai fait principalement dans deux lieux. D'abord, l'Université du Québec à Rimouski jusqu'en 2001. Et ensuite, je suis maintenant à l'Université de Sherbrooke, plus particulièrement au Centre de recherche sur le vieillissement depuis 2001. Mes thématiques fouillées, vous voyez qu'en une trentaine d'années, on peut fouiller énormément de thématiques. J'ai évidemment commencé par la gérontologie sociale, mais rapidement, c'est vraiment autour de maltraitance que se sont dirigés mes intérêts, autant l'ampleur du phénomène que différentes pratiques professionnelles comme les travailleurs sociaux, les intervenants psychosociaux, les policiers, les organismes à but non lucratif, les bénévoles, bref, beaucoup d'acteurs qui sont amenés à contrer la maltraitance. J'ai aussi un intérêt pour les politiques publiques qui est bien marqué. Et si j'en ai fait une ligne particulière, c'est que pour moi, les politiques publiques, tant au Québec, au Canada qu'à l'international, sont vraiment des guides sur la façon dont on se comporte avec les aînés. Et j'ai eu l'occasion à l'international d'être en dialogue à travers des travaux de l'ONU, mais plus particulièrement ces dernières années, avec des gens de la Belgique, avec des gens de la France qui sont aussi en train de réfléchir leur politique publique de lutte contre la maltraitance. Donc, la chaire dont je suis titulaire depuis 2010 porte 4 grands axes: la recherche, la diffusion, la formation et le transfert des connaissances. Et mes travaux à l'ONU sont particulièrement concentrés dans un groupe de travail qui vise à réfléchir sur les droits fondamentaux des personnes âgées. Et je vous dirais de façon plus particulière, est-ce qu'on a besoin d'une convention internationale sur les droits des aînés? Et je suis là en tant que membre du Réseau international de prévention de la maltraitance envers les aînés. Et dernier petit point pour me présenter, je suis aussi co-directrice d'un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Notre centre collaborateur porte sur les collectivités amies des aînés, dans lequel on inscrit des actions de lutte contre la maltraitance. Donc, allons-y sur les connaissances sur la maltraitance. Il y en a qui me demandent, est-ce que depuis que tu es engagé dans le dossier, tu as l'impression qu'on a avancé? Vous savez comme moi qu'on peut toujours voir un verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, selon moi, il est plus qu'à moitié plein. Autrement dit, on a fait énormément de chemin depuis la parution du premier article scientifique dans le domaine qui date de 1973. C'est un dénommé Stannard qui avait écrit sur les pratiques en milieu d'hébergement à l'endroit des aînés. Et c'était assez dur comme sous-titre d'article. C'était vraiment
dirty work with old folks, autrement dit, le sale travail avec des old folks, ce serait des vieillards, mais dans un sens très péjoratif du terme. Depuis, on a tellement fait de chemin que ces 10 dernières années, on a vu énormément d'articles scientifiques de très haut niveau, donc des méta-analyses, des recensions systématiques et ainsi de suite, nous parvenir tant sur la définition, et j'y reviens tout de suite sur la définition puisqu'on a encore un os là-dessus, l'ampleur du phénomène, les facteurs de risque, les facteurs de protection, les effets ou conséquences de la maltraitance, la demande d'aide, la dénonciation, et aussi sur des pratiques d'intervention, donc tant de prévention, de repérage que de suivi. Alors, 2002, pour moi, c'est une année hyper importante. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a d'abord avec l'Organisation mondiale de la santé, excusez, OMS comme ça, c'est des beaux acronymes, on est malheureusement très rapide à en inscrire. Donc, avec l'Organisation mondiale de la santé, il y a un travail qui a été fait à Toronto, une grande réunion qui a accueilli à la fois des planificateurs de politique publique, des chercheurs, des praticiens, des associations d'aînés, et on s'est donné une définition qui, sans être à 100% consensuelle, est quand même celle qui est la plus largement connue et reconnue. Je vous donne ici une traduction libre de la définition parce que si vous allez sur le site de l'OMS, la définition en français, malheureusement, a pris des libertés par rapport à la définition originale qui était en anglais. Donc, je préfère vous proposer une traduction libre. On dit il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse à la personne aînée. Désolée, il y a un petit S de trop que je viens de voir. Donc, on reconnaît dans cette définition 4 types de maltraitance: psychologique, émotionnelle, physique, sexuelle et aussi la négligence. Et dès le départ, on souhaitait dire que la négligence pouvait être intentionnelle ou non. Évidemment, cette définition-là a évolué, mais c'est quand même une base suffisante pour nous permettre de travailler aujourd'hui. Et en fait, je vous dirais, chaque recherche essaie de retravailler la définition. Dans chaque politique publique, dans chaque cadre de loi, on essaie de se doter d'une définition et force est de constater qu'on n'emploie pas tous les mêmes mots pour y arriver. Il y a quand même des termes connexes qui ont été largement utilisés, comme les abus, la négligence, la violence, la maltraitance ou le mauvais traitement. Et il y a des problématiques connexes aussi qu'on peut vraiment travailler de pair avec la lutte contre la maltraitance. Donc, l'agisme en est un. L'autonégligence, puis j'y reviendrai tout à l'heure. La question de la discrimination, de l'exclusion et de l'intimidation. Et vous voyez tout au bas, j'ai laissé un petit espace parce que c'est finalement un terme beaucoup plus positif qu'on a vu émerger ces dernières années, qui est toute la question de la promotion de la bientraitance. Donc, une nouvelle façon de concevoir les choses. On ne fait pas que lutter contre un problème qui est la maltraitance, mais on fait une promotion de la bientraitance qui se veut beaucoup plus large que le simple envers de ce que pourrait être la maltraitance. 2002, je vous disais que c'était une année importante parce qu'au départ, on a une définition de l'OMS, mais maintenant, je vous présente aussi le plan d'action international de Madrid sur le vieillissement qui a été adopté par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et dans ce plan d'action international, il y avait quand même un article spécifique qui disait qu'il serait important, de procéder à l'élimination de toutes les formes d'abandon, de sévices, de violence à l'encontre des personnes âgées. Et entre autres, on parlait de l'importance de l'engagement des gouvernements. Malheureusement, c'est un instrument qui est non contraignant. Oups, je pense que quelqu'un a ouvert son micro parce qu'il y a énormément de bruit. Est-ce que vous pourriez fermer vos micros, s'il vous plaît? Donc, c'est un instrument non contraignant. C'est pour ça que je vous ai mis des petits nuages noirs. C'est que ça veut dire que les États sont amenés à faire un rapport à tous les 5 ans sur l'avancement dans ce dossier-là, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de suivi ou pas de pénalité. Donc, on compte sur le bon vouloir des gouvernements et non sur vraiment un outil plus contraignant. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'ONU, il y a tous ces travaux qui portent sur la Convention internationale des droits des personnes aînées, qui pourrait devenir un outil contraignant pour forcer les États à agir dans une certaine direction. Alors, lutter contre la maltraitance, qu'est-ce que c'est?
C'est des actions d'abord de prévention ou de sensibilisation et ça, je vous dirais, il y en a énormément et je vais peu en parler aujourd'hui. Il y a des actions de repérage où il y en a qui vont parler aussi de détection, de dépistage, hein, ce sont des termes qui sont similaires. Il y a des interventions plus directes, donc du suivi, et il y a aussi de la coordination. Ce qui est intéressant, c'est que l'OMS en 2015 disait qu'il devrait y avoir au minima dans chaque pays du monde ou dans chaque État qui se préoccupe de la lutte contre la maltraitance, une équipe multidisciplinaire ou intersectorielle qui est dédiée à la lutte contre la maltraitance, une ligne d'aide et d'écoute, du soutien aussi pour les proches aidants de personnes aînées à risque. Alors ici, il faut lire derrière le message que ce qu'on souhaite ici prévenir, c'est la maltraitance à domicile qui pourrait être faite par des proches aidants. Et c'est quand même pour moi assez particulier parce que oui, il y a de la maltraitance à domicile, mais il n'y a pas qu'à domicile qu'il y a de la maltraitance. Il y a aussi, évidemment, dans les milieux d'hébergement, dans les hôpitaux, en fait, partout où on peut retrouver des personnes âgées. Et la dernière recommandation, mais non la moindre, de l'OMS nous disait que ça nous prendrait des centres d'hébergement d'urgence. Je vous dirais que ce qui est frappant, c'est que des centres d'hébergement d'urgence, il y en a peu à ma connaissance. Donc, des endroits où on peut ramener rapidement une personne âgée qui a été maltraitée, la sortir de son milieu. Alors, on n'est pas du tout structuré comme on peut l'être, par exemple, en violence conjugale, violence envers les femmes et violence envers les enfants. Sur le plan des pratiques, il y a eu quelques articles scientifiques qui ont essayé de voir qu'est-ce qui fonctionne dans l'intervention et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et en 2009, ma collègue Jenny Plogue, qui nous vient de l'Ontario, avait jeté un peu une douche froide dans le milieu en faisant une recension systématique où elle disait finalement aucune intervention n'a d'effet mesurable sur la réduction de la maltraitance. Donc, autrement dit, on n'est pas capable de démontrer que nos interventions permettent ou pas de réduire la maltraitance. Euh, on peut prendre ça avec beaucoup de nuances. Il faut voir qu'elle, elle travaillait principalement avec des devis quantitatifs où ça prenait un groupe de comparaison puis un groupe d'intervention et que ce genre de devis-là, dans une pratique comme celle de la lutte contre la maltraitance, c'est très difficile à faire. Donc, il y avait peu d'études qui étaient incluses dans la sienne, c'est-à-dire seulement 8. En 2017, Moore et Brown en ont quand même rajouté en disant malheureusement, il y a encore peu de données probantes sur les pratiques d'intervention qui peuvent servir de socle aux pratiques. Ce qui fait que les intervenants peuvent vraiment se poser la question du comment agir. Mais attendez, on a des réponses. En fait, Moore et Brown vont plus loin en 2017 et nous disent, en dépit du peu de pratiques d'intervention qui peuvent être appuyées sur des données probantes pour contrer la maltraitance, les professionnels, les différents acteurs ont déjà énormément de choses qu'ils peuvent utiliser, qui sont à leur portée pour se guider. Et ça nous amène donc à un changement de paradigme, un changement de façon de voir les choses où on va passer de l'idéal, qui serait des meilleures pratiques hyper validées, à des pratiques qu'on considère prometteuses. Et pour moi, ça a été un signal et un déclenchement extraordinaire parce que c'est tout à fait dans la visée que j'ai de passer par la transformation de résultats de recherche en programme de formation et évidemment en guide de pratique qui est l'objet de ma présentation avec vous aujourd'hui. Alors, un guide de pratique, je pense que j'ai sauté une diapo, oui, désolé. Un guide de pratique, c'est une publication écrite qui présente des recommandations pour des praticiens et c'est construit à partir de recherches d'écrits, mais aussi, c'est important, de connaissances issues de l'expérience. Donc, on a ici une reconnaissance du savoir expérientiel et aussi de l'opinion d'experts. On fait ça pourquoi? Bien, pour guider, faciliter le travail des praticiens, puis augmenter le degré d'adéquation entre les interventions et aussi les besoins des aînés. Et vous voyez que j'ai mis en plus petit, pas juste les besoins des aînés, mais je pense qu'on peut se questionner ensemble sur qu'est-ce qu'on fait aussi des besoins des personnes qui maltraitent, parce qu'il y a quand même très peu d'interventions qui sont destinées vers ce public. Un guide de pratique, ce n'est pas un cahier de règles et d'injonctions.
c'est pas non plus une substitution au jugement clinique. Vous allez voir tout de suite, dans 30 secondes, je tombe dans les guides de pratique pour un bon 25 minutes. Ce n'est pas un substitut au jugement clinique, au contraire, on veut que nos intervenants continuent à réfléchir. C'est pas non plus un outil muable. On est très conscient qu'à un moment donné, on écrit un guide et quelque temps plus tard, ben, on va le remettre à jour parce que les connaissances vont avoir évolué. Donc, pour être bon ou pour être utilisable, un guide doit pouvoir être adapté au contexte de pratique et de culture. Alors, à la chaire de recherche envers les aînés, on a développé plusieurs guides de pratique. Et à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma présentation, ce que je vais faire avec vous, c'est vous présenter la petite histoire derrière les guides, un peu ce qu'ils ont l'air, et aussi juste vous donner un petit clin d'œil, puisqu'évidemment, je ne peux pas faire le tour de 5 guides de pratique. Je veux vous dire qu'à la dernière diapo de ma présentation, il y aura une adresse Internet qui est celle du site Internet de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés. Et tous les guides que je vous présente sont disponibles en accès libre. Donc, vous allez les chercher et vous vous en servez. J'oserais même dire que quand vous vous en servez et si vous avez envie de nous le partager, ça nous fera énormément plaisir. Vous verrez aussi sur le site une adresse. Donc, le premier projet qui a mené un guide de pratique, je l'ai commencé autour des années 2000, donc il y a déjà une vingtaine d'années. Et c'était un projet qui était subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et je voulais mieux comprendre la complexité des interventions en matière de maltraitance envers les aînés. Donc, j'ai commencé par faire des entrevues en profondeur avec des travailleurs sociaux, des intervenants psychosociaux. Et vers 2004-2005, j'ai eu d'autres ressources qui m'ont aussi amené à poser les mêmes genres de questions à des policiers, à des ressources d'aide aux victimes, à des gens du curateur public. Donc, on a pu élargir un peu notre bassin. Ce qui est ressorti très clairement, les éléments clés sur lesquels s'est appuyé notre guide, c'est qu'au départ, les gens disaient on est souvent dans une posture délicate quand on intervient dans une situation de maltraitance entre le respect de l'autonomie ou l'autodétermination de la personne aînée et aussi la nécessité de protéger. Donc, les questions qui se posent, c'est sans dire qu'il faut protéger tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être protégé. Quand faut-il être plus en protection? Quand faut-il être plus en accompagnement de l'autodétermination? Donc, les trois grands besoins qui avaient été identifiés, c'était de mieux comprendre le choix du type d'intervention à offrir. Qu'est-ce qu'on peut faire? De mesurer aussi l'évolution d'une situation puis d'ajuster l'intervention en conséquence, en reconnaissant qu'une situation de maltraitance envers les aînés, c'est rarement une situation unique. Ça s'inscrit dans une dynamique, dans un certain temps. Donc, il faut être capable de monitorer cette évolution. Et aussi, les gens disaient, mon Dieu, que j'aimerais donc avoir quelque chose qui m'aiderait à prendre des décisions en même temps, de grâce, pas un test psychométrique. Autrement dit, pas des cases, cocher oui, cocher non, arriver à un score puis dire vous faites cela. Les gens disaient, c'est pas ça que je veux. Je veux un guide qui m'aide à réfléchir mes interventions et à bien les proposer. Donc, le premier guide qu'on a développé, ça a été en collaboration avec un organisme canadien qui l'a publié, qui est NICE, qui est le National Initiative for the Care of the Elderly. Le guide s'appelle En main, comme vous le voyez à l'écran, et En main, c'est un acronyme pour enjeux éthiques, maltraitance, aînés, intervention et scénario. Autrement dit, déjà là, vous avez tous les éléments clés. On propose différents scénarios d'intervenants en posant les enjeux éthiques, dans le fond, cette équilibration entre la protection et le respect de l'autodétermination. C'est un guide en 7 parties où, au centre, numéro 4, vous voyez un arbre décisionnel qui va proposer 3 types de scénarios. Je vous le montre à l'écran. Évidemment, je ne m'attends pas que vous soyez capable de le lire parce que ça vous prendrait des loupes. Mais si vous allez télécharger le guide, ça va être facile à lire. Donc, le guide, dans le fond, en main, propose au centre, en orange, différents scénarios d'accompagnement avec des pistes de pratique. Mais on sait que l'accompagnement n'est pas toujours possible, bien que ce soit le scénario idéal. Donc, par moment, on est obligé de faire une cessation d'accompagnement ou même de ne pas initier un accompagnement parce que la personne aînée n'a pas de perte cognitive, comprend très bien la situation et ne veut pas être accompagnée. Donc, c'est son choix. Ou encore, à droite complètement, vous voyez dans une
couleur un peu lilas, des mesures qui visent à assurer plus de protection. Donc, il y a des cas où on n'a pas le choix, il faut intervenir soit avec une ordonnance d'hospitalisation, soit en mettant en place un régime de protection, donc des mesures beaucoup plus structurées. Euh, Ça nous a amené à travailler sur un deuxième projet parce que plusieurs collègues avaient entendu parler du guide en main et disaient c'est extraordinaire, mais nous, on voudrait bien pouvoir travailler ensemble pour mieux contrer la maltraitance. Et il y avait un groupe, pour ceux qui sont du Québec, dans le secteur de Rosemont, donc le nord-est de Montréal, qui se réunissait déjà depuis un certain temps avec les services de police et qui nous ont dit mon Dieu, on est plein de bonne volonté sur le travail partenarial, puis même si on veut, mon Dieu que c'est difficile. Alors, ils nous ont demandé de documenter, en fait, les enjeux associés au travail partenarial pour pouvoir favoriser un meilleur travail partenarial. Et premier élément clé qui est sorti de notre recherche, je pourrais vous relater peut-être un petit peu comment on a fait nos collectes de données. Autant tout à l'heure, c'était des entrevues avec des intervenants. Ici, on a fait des entrevues individuelles avec des représentants de chacun des organismes. Puis on a essayé de faire des entrevues de groupe pour qu'ils nomment ce qu'ils faisaient ensemble. Et ce qui était frappant, c'est que ces gens-là travaillaient ensemble depuis un bon moment, mais il y avait énormément de difficultés à nommer clairement ce qu'un acteur faisait, ce que l'autre ne faisait pas, quand est-ce qu'ils pouvaient se rejoindre et comment. Donc, on a réalisé que le fait de se voir régulièrement, ça ne veut pas dire qu'on se connaît bien. On a aussi vu que, et ça a été un élément clé pour le guide, que le travail partenarial repose souvent sur la connaissance d'une personne dans un autre service. Donc, par exemple, si on siège à une même instance de concertation, ben, c'est peut-être plus facile pour moi, disons que je suis de la police, d'appeler tel intervenant du réseau public de la santé des services sociaux parce que je la connais, je l'ai côtoyée. Donc, on manquait de structure et ça voulait dire que quand on connaissait personne, peut-être qu'on passait à côté de très belles occasions de faire du travail intersectoriel. Donc, les trois grands besoins qui ont été identifiés, qui nous ont menés à la base de ce guide, ça a été d'abord de connaître la portée et la limite des pratiques des divers partenaires. Donc, créer ce dialogue. Former, dans certains cas, des équipes mixtes pour mieux intervenir. Parce qu'il peut arriver qu'on puisse vouloir intervenir en duo ou en trio. Je vais vous donner un exemple tout de suite après. Parce qu'on a tout intérêt à vraiment travailler en même temps, ensemble, dans une même situation. Et on avait demandé aux gens, qu'est-ce que ce serait des démarches partenariales qui sont efficaces parmi vous? Et ils nous ont sorti un modèle qui, pour eux, semblait le meilleur, qui était un partenariat qui avait été créé entre des intervenants de milieu. Alors, pour les gens du Québec, des gens d'organismes communautaires, pour les gens d'ailleurs des OBNL, en fait, qui travaillent auprès des aînés, et un service de police. Alors, on a sorti un guide de pratique en mars 2015. La photo que vous voyez, ce ne sont pas des comédiens, c'est bel et bien la policière qui a été une des premières à instaurer cette pratique-là, qui est Nathalie Lavoie, avec le partenaire d'un organisme communautaire qui s'appelle Yvon Cléroux. Donc, dans ce guide-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de présenter aux gens toute une série d'étapes pour établir un travail en duo, en disant ici, on vous donne un exemple entre le communautaire et la police, mais ça pourrait être d'autres organismes qui se rejoignent. Donc, on présente toute l'importance de l'intersectorialité dans la lutte contre la maltraitance. On prépare des étapes pour vraiment mettre en place une pratique en duo. On parle aussi des bénéfices que ça peut apporter de travailler en duo, mais à la section 8, on ne fait pas d'angélisme non plus. On sait qu'il y a des défis à la pratique en duo, puis il y a peut-être des solutions à amener, mais que ça ne va pas toujours de soi que de travailler à deux quand on est des intervenants formés dans des disciplines différentes et qu'en plus on travaille pour des organismes différents qui n'ont pas toujours la même vision des choses. Juste pour vous donner un exemple, c'est peut-être pas toujours facile pour un intervenant du secteur communautaire d'entrer facilement dans une auto de police et d'aller faire de la patrouille. Il a fallu que ça soit adapté. Alors, voici un exemple dans le guide. Je vous ai pris un seul schéma pour vous montrer des phases de la pratique d'intervention et de suivi. Donc, on est allé avec une représentation pyramidale parce qu'au départ,
Première chose en intervention avec les aînés, quand la personne est capable de donner son consentement, il faut absolument aller chercher le consentement. Donc, quelqu'un qui serait capable de donner un consentement et qui refuse de le donner, vous ne pouvez pas arriver en intervention en duo auprès d'elle. Donc, et quand on a le consentement, donc là, à la droite en bas, vous voyez, on initie le duo. Ensuite, on planifie le premier contact en duo avec la personne. On donne aussi toutes sortes d'éléments dans le guide pour effectuer une première action en duo. Il peut arriver qu'on aille à contacter d'autres ressources. Et très souvent, et ça c'est beaucoup le propre des organismes communautaires, c'est de pouvoir accompagner la personne pendant plusieurs mois et de faire un suivi, ce qui est peut-être pas toujours le cas de certains policiers qui, à un moment donné, vont avoir des actions de prévention, mais sinon vont avoir des actions vraiment plus d'application du code criminel. Troisième guide que la chaire a été amenée à produire, un troisième projet sur lequel on a travaillé en 2013 et 2016, c'était avec le service de police de la ville de Montréal. Et là, le but était très clair. Ce qu'on voulait faire, c'était de développer un modèle de pratique policière qui était basé vraiment sur des pratiques existantes qu'on pouvait bonifier, puis on voulait surtout proposer des innovations. C'est un vaste projet pour lequel on avait eu une subvention très importante du gouvernement fédéral où on a fait une recension des écrits, un inventaire de toutes les pratiques canadiennes existantes dans les services de police qui concernaient les pratiques auprès des aînés. On a bien travaillé avec les policiers de Montréal aussi pour voir ce qu'ils faisaient déjà, parce que souvent, il y a plein d'innovations dans une organisation qui ne sont pas du tout documentées. Donc, on a voulu mettre en valeur ce qui existait. On a étudié les partenariats et après ça, on a fait un groupe pilote et on a testé notre matériel avant de le lancer. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de modèle unique et que ça ne prenait pas un modèle unique. Il fallait surtout privilégier les contacts avec les personnes aînées, donc toute la sensibilisation des personnes aînées. Pourquoi? Bien, je refais le lien avec ce que je vous racontais en début d'exposé quand j'ai fait ma formation en criminologie. On sait qu'en général, pour les aînés, le contact avec les policiers, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc, les policiers peuvent avoir une possibilité de créer ce lien-là. Donc, les besoins sur lesquels on a voulu travailler, c'est de s'assurer que chaque policier ait des connaissances minimales. Je peux vous dire que de travailler avec le service de police de la ville de Montréal, si on calcule le personnel administratif et tout, c'est 6 000 personnes, donc c'était un gros défi. Il fallait former identifier des formateurs qui étaient pour être un peu dans le langage anglophone, on va parler de champions, les fameux champions, donc des porteurs de dossiers, des intervenants pivots. Il fallait absolument inclure des policiers de toutes les fonctions, donc des préventionnistes, des patrouilleurs, des enquêteurs. Et c'était très important pour les policiers de dire on va continuer à travailler, à briser les silos, c'est-à-dire valoriser des pratiques intersectorielles parce que les policiers ne peuvent pas assurer les suivis que des organismes communautaires ou des intervenants du réseau public peuvent faire. Donc, il fallait créer des partenariats dans chacun des postes de police. Donc, si vous voulez un modèle de pratique policière, c'est ce guide de pratique que vous venez chercher qui s'appelle modèle IPAM, IPAM qui tient pour Intervention policière auprès des aînés maltraités. Et tout service de police, que ce soit une grosse ville ou une petite ville, peut s'en inspirer puis adapter. Donc, c'est fait par module. Donc, vous voyez ici qu'on a même mis en annexe des fiches d'aide pour faire un diagnostic, pour évaluer l'implantation puis évaluer des effets. Je vous donne ici une figure qui représente en gros ce que ça veut dire travailler avec la police. Bien, ça prenait au départ, au quartier général, une gestion stratégique et de leadership, ce que vous voyez en bas, qui est le grand socle. Au centre, ce sont des pratiques d'intervention qui vont demander de la coordination. Donc, autant de la prévention, de la détection, de la réponse aux appels de première ligne. Donc, ça, c'est quand on fait appel à la police puis que la voiture y va, les suivis et les enquêtes. Il nous fallait, à gauche, vraiment travailler sur l'encadrement puis l'accompagnement à la pratique, entre autres avec une communication de gestion qui était efficace. Et à droite, vraiment se placer en soutien. Et entre autres, on a créé ce qu'on appelle une communauté de pratique avec les policiers et on a vraiment des policiers experts. D'ailleurs, dans la dernière année, il y a une cause qui a été gagnée à Montréal devant les tribunaux, une cause qui fait jurisprudence
dans lequel c'est une des policières leaders à Montréal qui est intervenue auprès d'une dame âgée et ça a été très difficile, mais au moins on a gagné parce qu'on a tellement peu de jurisprudence en matière d'intervention dans des situations de maltraitance envers les aînés. Je vous parle maintenant d'un guide sur l'autonégligence. Je vous avais dit tout à l'heure que j'y reviendrai. L'autonégligence, en fait, c'est une problématique qui est très connexe à la maltraitance, bien qu'au Québec, on ne l'ait pas inclus dans la définition de la maltraitance. Si on regarde ailleurs, par exemple aux États-Unis, dans le Adult Protective Services, le APS, pour eux, l'autonégligence est au cœur de la maltraitance. Ce qui est frappant, c'est que tous les autres projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était des subventions que j'étais allée chercher auprès de différents organismes avec mon équipe. Et cette fois-là, non, c'est né vraiment de la volonté d'étudiantes. En fait, il y en a deux qui se sont particulièrement illustrées. Une première qui, autour de 2010, avait fait un mémoire de maîtrise puis était allée faire des entrevues en profondeur avec des praticiens. Puis une deuxième, en 2014, qui avait fait un stage et un essai de maîtrise qui voulait vraiment faire de la pratique, de l'observation puis de la discussion avec des intervenants. Et c'est cette deuxième qui avait fait un premier jet d'un guide de pratique qu'on a repris à la chaire en 2016. On a remis des sous dedans et là, on l'a finalisé, on l'a validé avec différents praticiens. C'est quoi qui a été ici notre moteur pour créer un guide? Ben, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait des différences majeures dans la gestion des situations d'autonégligence entre les praticiens, donc vraiment pas d'uniformité de pratique, et qu'il y avait deux grands besoins. Un, les gens avaient besoin de conceptualiser puis de reconnaître l'autonégligence parce qu'il y avait beaucoup de confusion. Et deuxièmement, d'identifier des pistes de pratique et ça dès la prise de contact. Donc, le guide à télécharger sur le site Internet de la chaire, c'est celui-là qui date de 2016, qui s'appelle L'intervention en contexte d'autonégligence. Il contient 7 grandes parties et vous voyez que le cœur du guide, c'est 9 sous-sections sur l'intervention en contexte d'autonégligence, donc la partie 4 du guide. Je vous ai ici j'ai choisi aujourd'hui de vous partager, un schéma conceptuel de l'autonégligence. Encore là, je suis consciente que ça vous demande peut-être des loupes, mais en fait, ce que je veux vous guider, c'est d'abord, on a nommé au centre des comportements d'autonégligence, tels l'environnement physique, l'hygiène personnelle, des enjeux de santé, des enjeux avec les biens, des enjeux aussi de nature plus psychosociale. On a nommé en haut à gauche des caractéristiques personnelles de personnes qui peuvent se retrouver en situation d'autonégligence, mais aussi à droite des caractéristiques contextuelles en insistant sur les normes culturelles parce qu'on ne voit pas l'autonégligence de la même façon à travers le monde. Et en bas, on a listé une série de conséquences possibles ou actuelles sur le bien-être, la santé et la sécurité de la personne, mais aussi la sécurité d'autrui, parce que l'autonégligence, entre autres, par exemple, un appartement qui serait devenu très, très insalubre, peut créer des dangers pour l'environnement, ne serait-ce que la vermine, les dangers d'incendie, etc. Le dernier guide dont je veux vous parler, donc je vais respecter le temps que je m'étais donné, puis on aura un bon 15 minutes, même un peu plus pour la discussion. C'est un guide sur les freins et les leviers à la demande d'aide qui, dans des cas de maltraitance ou d'intimidation, qu'on a appelé DAMIA, là, demande d'aide, maltraitance, intimidation, aînée. Alors, ça, c'est un très beau projet. Pas que les autres n'étaient pas beaux, mais celui-là était plus particulier parce que c'est un partenaire terrain de l'Estrie qui est venu cogner à notre porte, qui s'appelle DIRA Estrie, qui est un organisme communautaire, donc un OSBL spécialisé dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés, qui voyait bien qu'il y avait beaucoup d'activités de sensibilisation qui se donnaient et que même quand eux finissaient leurs activités de sensibilisation, ils pouvaient constater que par le non-verbal des gens, que probablement les gens se reconnaissaient autrui dans des situations qui avaient été décrites, mais ils faisaient très peu de demandes d'aide. Donc, au-delà des activités de sensibilisation, comment on pouvait mieux identifier les freins et les leviers à la demande d'aide pour faire en sorte éventuellement de bonifier nos activités puis de favoriser cette demande d'aide.
Donc, on a procédé avec une analyse critique d'activités de sensibilisation déjà existantes, beaucoup de questionnaires administrés en face à face, et ça, je le souligne parce que Dira Estrie s'est non seulement beaucoup engagé, mais a aussi beaucoup engagé ses bénévoles, et c'était des bénévoles aînés qui allaient administrer le questionnaire auprès d'autres aînés, ce qui a donné lieu à des échanges vraiment très privilégiés, et surtout, juste le fait de répondre aux questionnaires, pour certains, ça a donné lieu à des demandes d'aide. On a fait aussi, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais c'est très important, 17 groupes de discussion. Donc, on a aussi beaucoup été rencontrer les gens, et on a validé le contenu des guides avec différents partenaires. Donc, premier constat, c'était qu'il y avait beaucoup d'activités de sensibilisation qui se faisaient, mais rares étaient les programmes complets. Donc, ça demandait beaucoup de travail aux intervenants. Ensuite, on voyait 3 besoins plus particuliers. Donc, comprendre les similarités ou les différences entre la maltraitance et l'intimidation. Ensuite, identifier les freins et les leviers à la demande d'aide, que les gens soient la cible, donc de maltraitance ou d'intimidation, ou qu'ils en soient témoins. Et finalement, de tenir compte des différents acteurs, ce qui nous a amené à préparer, dans le fond, 2 fascicules, parce qu'il y a des gens qui préparent des sensibilisations, mais qui ne les donnent jamais. Et il y en a d'autres qui vont être amenés à dispenser le contenu, mais ce n'est pas nécessairement eux qui l'ont préparé. Alors, voici les 2 fascicules que vous pouvez télécharger. Le deuxième, celui de droite, étant plus court que le premier, parce que celui-là est très, très centré sur l'animation, alors que le premier comprend beaucoup de référents. C'est un guide qui a été produit en 2019, début janvier 2019, où on a pu lancer tout ça. Il comprend 5 grandes parties. Et là, je me suis permis un peu de chauvinisme, c'est rare que je fais ça, mais je dois vous dire qu'on est très fiers parce qu'avec ce guide-là, on a gagné un prix de reconnaissance de la part de notre organisation de santé et des services sociaux en Estrie. Donc, c'est une belle photo d'équipe où je suis accompagnée de Caroline Pelletier, qui était la coordonnatrice de projet, et de Lucie-Caroline Bergeron, qui est l'intervenante de Dira Estrie. Puis autour de nous, c'est des membres de la chaire, des membres de Dira Estrie, puis des bénévoles. Alors, ça a été un beau moment parce que c'est rare en recherche qu'on reçoit des prix qui étaient celui-là pour souligner un projet par et pour la communauté. Donc, un exemple d'information, on a voulu des tableaux simples, concrets. Donc, ici, sur l'intimidation, on vous nomme les freins quand vous êtes la cible d'une intimidation ou que vous êtes témoin d'intimidation. On vous nomme aussi des leviers quand vous êtes la cible d'intimidation et aussi témoin d'intimidation. Donc, on fait ça un peu partout dans le guide, des tableaux très synthèses, et autour de chacune des petites lignes que vous voyez en gras, évidemment, on a une série d'exemples qu'on peut donner aux gens. Alors, ça me mène à ma conclusion, puis on va ouvrir ensuite la discussion. J'ai voulu finir avec une conclusion peut-être un petit peu plus scientifique, vu que j'ai eu ce prix par l'Association canadienne de gérontologie. Et c'est toujours assez intéressant de faire l'exercice de se dire qui suis-je après maintenant une trentaine d'années de carrière. Et Burawa, en 2005, avait produit une forme de typologie sur les savoirs sociologiques où il parlait des gens qui pratiquent une sociologie professionnelle, une sociologie plus politique, une sociologie critique, puis une sociologie publique, en voyant que pour la sociologie professionnelle et politique, c'était plus une sociologie qu'il voyait comme instrumentale, alors que pour les 2 autres, c'était plus quelque chose de réflexif, donc dans lequel on réfléchit sur nous-mêmes. Donc, on est des praticiens réflexifs, ça veut dire des gens apprenant à la fois de nos forces et de nos erreurs. Alors, j'ai mis en jaune, je pense, qui me caractérise le mieux. Puis vous voyez que je suis plutôt du côté d'une sociologie publique, bien que j'ai une inspiration aussi d'une sociologie politique. Donc, toute la question du consensus m'est importante, la question de la communication, la pertinence de ce qu'on fait. Puis je pense que des guides de pratique, ça peut être très pertinent de travailler avec des publics désignés parce que vous avez vu aujourd'hui que les différents guides que je vous ai proposés visent à rejoindre différents types de publics. Le dialogue public qui va m'amener quand même, comme je l'ai souligné plus haut, à faire des interventions politiques parce que
ce dialogue entre des acteurs de terrain, des associations d'aînés, la recherche et les planificateurs de politique publique, y compris le ou les ministres responsables des aînés, est pour moi au cœur de mes pratiques. Ce qui me fait bien rire dans son tableau, c'est qu'évidemment, il mettait aussi un défaut pour chacun de ces types de sociologues-là. Et malheureusement, pour la sociologie publique, il disait que la pathologie qui est associée à ce pouvoir est éphémère. Et je reconnais, entre autres, qu'un guide de pratique peut être éphémère parce que quelques années après, ben, il faut le refaire, il faut le bonifier parce que les pratiques ont évolué. Alors, je vous laisse avec l'adresse Internet du site de la chaire. Vous pouvez aller télécharger les différents guides que je vous ai présentés de façon tout à fait gratuite. Et évidemment, vous pouvez nous rejoindre. Puis, il y a plein d'autres informations qu'on met en accès libre. Donc, sentez-vous libre de nous visiter. Sur ce, je vous dis merci. Et Catherine, je t'inviterai maintenant à me partager les questions qui ont été soulevées en cours de présentation. Oui, bonjour, merci Marie pour cette présentation super intéressante. On en a effectivement quelques questions. Juste avant qu'on saute dans la partie sur les questions, je veux vous rappeler que l'enregistrement va être disponible sur le site de l'Association canadienne de gérontologie. Il y a aussi un suivi qui va être fait par courriel. Il y a quelqu'un qui a mis dans la messagerie le lien pour télécharger toutes les guides de pratique de Marie, donc c'est aussi disponible à ce moment-ci. Donc, je vais tenter de poser les questions dans l'ordre que je les ai reçues. Donc, la première question pour toi, Marie, ça dit, au sein des projets MADA, est-ce qu'on considère le rôle non négligeable des jeunes dans le domaine de la maltraitance, exemple, une trousse de sensibilisation des ados aux abus envers les aînés? Ah mon Dieu, super intéressant de commencer par ça. D'ailleurs, ben, ça m'amène à vous donner un scoop, si je peux parler ainsi. On travaille actuellement, l'équipe de la chaire de recherche, avec l'équipe MADA, donc Municipalité Amie des aînés, hein, je dois le dire, c'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui est MADA, pour nous assurer que les acteurs municipaux se sentent à l'aise de s'engager dans la lutte contre la maltraitance. Donc, de façon globale, qu'ils soient à même de penser des activités de prévention, de sensibilisation, qu'ils soient aussi à même de faire du repérage parce qu'il y a certaines situations qui viennent à leurs oreilles et qu'ils puissent faire du référencement. Donc, la philosophie MADA, bien que je sois beaucoup moins engagée maintenant, je dois dire que j'ai été très engagée entre 2007 et 2010 dans le début du mouvement ici au Québec. On dit qu'une ville amie des aînés, c'est une ville amie pour tous les âges. Et un des éléments qui est au cœur des préoccupations, c'est d'essayer de susciter le plus possible du dialogue intergénérationnel. Donc, beaucoup de municipalités vont se dire non seulement amis des aînés, mais vont se dire aussi amis des enfants. Je regarde à Sherbrooke, entre autres, cet été, on a instauré les urgences amis des aînés. Donc, ça veut dire qu'en milieu hospitalier, on se préoccupe de bien accueillir les aînés. Donc, la question de la maltraitance, c'est une question qui peut se discuter à travers tous les âges. Et il y a quelques années, à la chaire de recherche, il y a d'ailleurs eu une étudiante qui avait fait un très beau projet de maîtrise où elle avait créé des groupes entre des adolescents et des personnes âgées pour parler de l'intimidation. Et c'était fascinant comment l'un et l'autre, quand ils se mettent en dialogue, se rendent compte qu'ils peuvent énormément s'épauler. Et les jeunes ne s'imaginaient pas que les aînés pouvaient être intimidés. Et quand les aînés expliquaient quel genre d'intimidation ils pouvaient vivre, en particulier l'âgisme, ça pouvait énormément éveiller les jeunes. Et en même temps, ben, vice-versa, ils s'apprenaient énormément. Donc, merci pour cette question. Il y a effectivement du travail à faire à travers MADA. Excellent, merci Marie. Deuxième question de François Godin qui dit, la pratique d'IPAM est-elle transférable à des milieux autres qu'urbains comme Montréal? Dans ma région, une division spécialisée prend le relais des agents pour faire de la co-intervention avec les réseaux partenaires comme la santé et les réseaux communautaires. Oui, tout à fait. Mais oui, merci François de ta question. Effectivement, IPAM, je le disais tout à l'heure, ça a été développé avec le service de police de la Ville de Montréal, qui est un partenaire extraordinaire, mais on parle du deuxième plus grand corps policier municipal au Canada. Donc, le seul plus gros, c'est Toronto. On s'entend que pas tous les corps policiers ont les mêmes moyens. Au Québec, si je me souviens bien, il y a 32, 33 corps policiers.
de différentes tailles. Certains, c'est de la police municipale, d'autres, c'est de la police qui va travailler auprès de regroupements municipaux, donc les municipalités régionales de comté, par exemple. Et oui, quand je disais tout à l'heure que le guide de pratique IPAM est fait en sorte qu'il y a différents modules, différentes activités et on ne s'attend pas qu'un autre service policier va reprendre le guide IPAM puis l'appliquer à 100. Je dirais que les gens peuvent aller faire du magasinage, c'est-à-dire choisir ce qu'ils veulent, l'appliquer comme ils le veulent et ils pourraient ne pas l'appeler IPAM, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on favorise vraiment le fait que dans chacun des services policiers, il y a des préventionnistes qui travaillent auprès des aînés et qu'ils aient aussi une possibilité de créer très rapidement de la réponse intersectorielle, donc du travail en duo ou à trois ou différentes équipes mixtes, en fait, pour travailler auprès des aînés. Super, merci. Ici, c'est un commentaire, c'est pas une question, mais je vais te le partager. Donc, en Mauricie, nous avons le PIC, qui est un protocole d'intervention concertée en maltraitance, supporté par une plateforme CIMA où l'information est partagée et le suivi indiqué. C'est un commentaire de Pascal Huot. Prochaine question. Oh, Je est-ce que tu veux voudrais commenter? Vas-y. Oui, excuse-moi, Catherine, oui. Ben, en fait, maintenant, le PIC, c'est le plan d'intervention concerté pour les gens qui nous écoutent, parce qu'effectivement, PIC, ça peut rien dire. Au départ, ça a été un projet pilote en Mauricie, ça a été extraordinaire. Les résultats ont été tellement concluants que tout ça a été intégré dans la loi sur le signalement de la maltraitance qui est en vigueur depuis mai 2017. Donc maintenant, chacune des régions a la possibilité de déclencher son plan d'intervention concerté et c'est un grand, grand atout. Il faut voir que pour l'instant, en tout cas dans les cas où ça a été déclenché, c'est souvent des cas de maltraitance très, très graves. C'est moins des situations, je vous dirais, de la vie quotidienne. C'est vraiment des situations qui se distinguent. Et il y a toute une évaluation de l'implantation du PIC qui se faisait. Donc, et je pense qu'encore dès ce matin, je pense qu'il y avait un webinaire là-dessus. Donc, c'est un beau modèle. Excellent. Une autre question de François Godin qui dit: que pensez-vous de d'autres pratiques intersectorielles telles que celle du processus d'intervention concertée découlant d'une entente cadre nationale? C'est exactement ce que je viens de dire. Le processus d'intervention, j'ai dit plan, c'était processus d'intervention concerté. Donc, la question de François parlait du PIC aussi. Je viens d'y répondre, j'en pense beaucoup de bien. Toutes mes excuses pour le suivre les questions et la réponse en même temps, c'est un peu difficile, pardon. Donc, Sylvie Chassé de l'Action Habitation de Québec, qui a, bon, je m'excuse, c'était pas clair, je vais sauter ça, excusez-moi. Une autre question ici de Philippe Guillemot, pardon. Bonjour Marie, vous avez évoqué le morcellement dans le travail de réseau entre les différents professionnels. Quelle solution pour y remédier? Qui peut faire autorité? Ah, merci Philippe Guillemot, que je salue, qui est en France. Oui, beaucoup de morcellement. Alors, et ça, je pense que c'est un mal qui nous ronge partout, dans chacun des États, chacun des pays. Je vais vous relater une solution qu'on a trouvée au Québec qui semble être très prometteuse. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. C'est que dans le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés, qui date déjà de 2010, le premier, on a créé de nouvelles fonctions qui sont des coordonnateurs régionaux de lutte contre la maltraitance. Donc, pour chacune des régions socio-sanitaires au Québec, on a un coordonnateur régional, donc on en a 17. En plus, on a une coordonnatrice responsable pour les communautés culturelles, quelqu'un pour les Premières Nations et aussi quelqu'un pour les ententes de cris de la baie James. Euh, Ces gens-là ont comme travail premier d'animer la concertation sur leur territoire, de faire en sorte que les différents intervenants se connaissent et qu'ils puissent de mieux en mieux travailler ensemble. Certaines régions sont rendues beaucoup plus loin que d'autres, mais dans chacune des régions, ça semble porter fruit et ils ont créé des instances de coordination donc régionales et aussi des instances de coordination locales. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous répondre, Philippe, c'est que ça prend un intervenant. En tout cas, pour nous, la solution, ça a été d'avoir un intervenant salarié temps plein pour travailler à cette coordination-là. Et laissez-moi vous dire qu'ils ont tellement de travail qu'ils pourraient être même 2 ou 3 par région parce que animer la concertation, c'est beaucoup de travail.
En même temps, ça porte fruit parce que plus les gens se connaissent, plus ils vont travailler ensemble et plus on va avoir des projets innovants qui vont jaillir. Merci, Marie. Il y a quelques commentaires d'informations, mais ce pas des questions qui sont formulées. J'inviterai les participants à formuler les questions pour que je puisse les partager. On a encore quelques minutes. Donc, c'est ça, j'ai d'aller ouvrir moi aussi la boîte de commentaires. Effectivement, c'est plus des commentaires que des questions. On a une question Euh, ici. Marie, est-ce que tu connais Aidez-nous à vous aider? je pense que je l'ai déjà vu, mais écoutez, là, j'aurais de la difficulté. Je craindrais faire, je vais prendre une belle expression québécoise ici qui va faire rire mes amis français. Je vais parler à travers mon chapeau si j'en parle beaucoup, parce que je ne le connais pas assez. C'est quelque chose que j'ai déjà vu, mais il faudrait que je regarde un peu plus. Mais c'est Aidez-nous à vous aider. Ça doit certainement être un document qui s'adresse aux aînés pour pouvoir leur donner plus d'informations. Mais je vais regarder ça. On a ici Alice Casagrande qui demande: est-il courant au Québec que le milieu universitaire traduise ses travaux de manière aussi opérationnelle? Bon, merci Alice Casagrande, qui est aussi en France, à qui je dis un beau bonjour. Euh, je pense qu'on est un certain nombre de chercheurs à souhaiter travailler dans une perspective de recherche partenariale, recherche-action, transfert de connaissances. Euh, je ne vous cacherai pas que c'est pas tout le monde qui s'y sent à l'aise parce que dans la reconnaissance par les grands organismes subventionnaires, c'est pas nécessairement avec ça qu'on va chercher le plus de subventions. Autrement dit, c'est pas un fort pointage dans le curriculum vitae. Je pense que ça dépend vraiment de comment on décide de faire sa carrière. Moi, j'ai choisi de travailler le plus possible en dialogue intersectoriel et je souhaite encore essayer de pouvoir contribuer modestement, mais quand même pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des aînés. Et pour moi, c'est important donc qu'un produit de recherche puisse mener bien sûr à des conférences scientifiques, à des articles dans des revues avec un grand pointage, à un très beau rapport de recherche, mais aussi à des guides de pratique, à des formations pour les intervenants, à des conférences pour les aînés. Bref, avec un même matériau, on peut atteindre plusieurs publics. Et j'y crois. Merci Marie. Ici, avez-vous des commentaires sur l'entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, la modification sur la loi de la curatelle? Oui, ben, écoutez, je pense qu'on est plein d'espoir pour plusieurs d'entre nous, plein d'espoir, mais aussi on ne se cachera pas qu'on a des inquiétudes. Alors, c'est peut-être juste préciser, parce que pour les gens qui ne sont pas au courant, la loi va être transformée où maintenant, il y aura plus, tout sera des tutelles. Si je me souviens bien, c'est le mot adapté. Je suis désolée, là, j'ai peut-être pas le bon mot. Mais autrement dit, chaque personne qui aura un régime de protection mis en place en aura un qui est vraiment appliqué à sa condition, une tutelle modulée. Merci, quelqu'un a mis le terme dans le chat. Alors, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'on pourrait se dire, enfin, il n'y aura pas un modèle unique qui avait un certain nombre de ratés, que ce soit en curatelle privée ou en curatelle publique. Maintenant, c'est d'énormes défis de gérer tout ça. On a bien hâte de voir comment tout ça va être mis en place. Je pense qu'on est plusieurs qui souhaitons voir l'arrivée de ce régime-là, puis voir comment ça va s'instaurer. Mais je pense que pour les aînés, ça peut être quelque chose de très, très, très important parce que ça va permettre, entre autres, de travailler avec ce que certains appellent les capacités résiduelles. Ce n'est pas un terme que j'aime énormément, mais en fait, tout ce que la personne est toujours capable de faire plutôt que de mettre l'accent uniquement sur les pertes. OK, merci Marie. Je pense qu'on a peut-être un temps pour une dernière question. Euh,
OK, donc je vais peut-être cette dernière question-là. Et puis, est-il délibéré ou fortuit de ne pas avoir produit de guide de pratique sur des types de maltraitance spécifiques? Ça a été, je vous dirais, plutôt fortuit que délibéré parce que dans le fond, on a fait un document, par exemple, sur l'autonégligence qui est quand même assez spécifique. Mais dans les faits, c'est que des données qui sont spécifiques à un seul type de maltraitance et pas à d'autres, heu, c'est quand même toujours un peu de portée limitée et je m'explique parce que j'aurais pu partir longtemps sur cette question-là. Par exemple, dans presque toutes les situations de maltraitance envers les aînés, il y a de la violation des droits. Ensuite, dans plusieurs situations de maltraitance envers les aînés, que ce soit physique ou sexuelle, par exemple, ou même financier, il y a de la maltraitance psychologique. Donc, faut travailler avec une combinaison de maltraitance dans plusieurs situations. Par contre, ce qu'on voit apparaître et ce qui est très, très bien, c'est le fait que l'on a maintenant la première étude de prévalence sur la maltraitance envers les aînés au Québec, qui est sortie à la fin octobre. Et dans celle-là, on a vu quand même un certain nombre de facteurs de risque qui sont associés par type de maltraitance et certains profils de gens qui sont maltraités par type de maltraitance. Donc, je pense qu'on est en train de faire des pas dans le bon sens pour éventuellement arriver avec un petit peu plus de spécifique lorsque c'est possible. Alors voilà, merci Marie. Je pense que ça fait on a le temps est terminé, il est maintenant 2 heures. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup Marie. Merci aux organisateurs, Anthony de l'Association canadienne de gérontologie. Et puis, je vous rappelle que l'enregistrement va être disponible sur le site de l'ACG d'ici le plus tôt possible, je suppose. Et merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup Marie pour ton temps. Merci Catherine pour cette animation. Au revoir tout le monde.